Tac. Le compteur de l'apocalypse vient d'avancer. Nous sommes 5 minutes avant l'Armageddon. Nous sommes dans Watchmen. Watchmen, effectivement, c'est une série. Alors là, on parle de quelque chose de très très lourd. Bonjour Christophe. Bonjour d'abord, effectivement. Bonjour, mais on était enfin Sur ces entrefaites un peu. Voilà, on est à fond dedans parce qu'effectivement, on va parler de quelque chose de très très lourd, une série qui est mythique d'Alan Moore et de Dave Gibbons. Il y a de l'amour dedans, tu veux dire? Il y en a, il y en a, il y en a. C'est une série effectivement qui fait partie des classiques et des indispensables, incontournables de la bande dessinée américaine. On parle de Watchmen, alors à un moment qui a été traduit par Les Gardiens. Moi, la version que vous pouvez voir est une édition française publiée par Delcourt, mais maintenant, la version actuelle. C'est quelque chose qui n'existe pas, un comics comme ça. Ça, vous n'en trouverez pas. Maintenant, vous trouvez chez Urban Comics. Qu'est-ce que c'est que cette hérésie, Christophe? Mais oui, ben voilà, c'était Delcourt à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une série qui a été publiée en 86-87. Fall nous montre la couverture telle qu'elle est à l'heure Voilà, actuelle. là c'est la version actuelle, la couverture actuelle évidemment. Donc on est en 86-87, c'est une série de super-héros très particulière puisqu'il s'agit d'un univers totalement en dehors de tous les univers qui pouvaient exister dans les autres univers de super-héros DC Comics. Évidemment, puisque la série appartient à DC, a été publiée par DC. Donc c'est une série extrêmement politique, puisqu'on aborde à la fois les super-héros, et effectivement, le principe qui est important, c'est Doomsday Clock, c'est-à-dire que c'est l'horloge de fin du monde, de l'apocalypse. Pour la petite histoire de quoi il s'agit, c'est une horloge qui a été un concept qui a été inventé juste après-guerre, avec le début de la guerre froide, où, grosso modo, des scientifiques ont commencé à calculer, de façon théorique évidemment, la période à laquelle on arrivait de plus en plus écologiquement, mais surtout au niveau nucléaire, la menace de l'apocalypse. Et évidemment, comme ça a été fait en 85-86. Ah oui, on est en plein dans cette époque-là et on est surtout dans une uchronie, pas que en décalage d'un univers avec les super-héros. On est dans un univers aussi où, par exemple, Nixon vient d'être élu pour la 3e fois président. Tout à fait, puisque effectivement, ça a été fait dans un moment où la peur d'une guerre nucléaire était au plus fort. Il faut rappeler, on était sous les années Reagan aux États-Unis, Brejnev venait de mourir, on avait Andropov, enfin grosso modo, on est sur la fin de l'Union soviétique, mais surtout, on est sur l'apogée de la course de l'armement, sur l'armament. Et effectivement, à l'époque, la peur qui existait réellement n'était pas écologique, elle était nucléaire, puisqu'effectivement, la vraie peur qu'avait l'ensemble de l'Occident était un conflit entre les deux blocs. Et c'est le principe même de cette série, c'est d'aborder ce sujet-là sous l'angle d'un univers uchronique où effectivement un univers où des super-héros, pas les super-héros qu'on connaît, des super-héros qui ont fait leur apparition après-guerre. Au départ, c'est des super-héros, juste des gars en costume, un peu musclés, costauds, etc., sans pouvoir réel. Et les méchants, dans ce qui se parle malgré tout avant, dans les années 30, sont aussi dans le même délire. C'est des gens costumés. Il y a presque un délire à la... les Batman de Schumacher, enfin cette espèce de, qui ne sont pas les meilleurs, mais cette espèce de Schumacher, les films, je sais pas, cette espèce de personnage hyper costumé, très latex, un peu, on sent qu'ils sont dans le surjeu, qui bascule après dans les années 50, c'est toujours des gens costumés, mais c'est un peu plus sérieux, et jusqu'à l'apparition du docteur Manhattan. Et le propos de Watchmen, en fait, c'est pas le propos, c'est un des propos. Donc là, j'ai parlé de l'aspect politique. Un des propos, c'est effectivement l'existence des super-héros qui, au départ, sont des gens qui se costument, mais pour lutter contre des gars qui ne sont pas du tout costumés, contre la pègre. Chacun, c'est un peu costaud et qui essaye, et qui font un peu de marketing aussi d'ailleurs, qui luttent contre la pègre. Et puis, au fur et à mesure qu'eux commencent à devenir des héros dans la culture contemporaine, des méchants eux-mêmes commencent à devenir des super méchants en se costumant eux-mêmes, jusqu'à un moment de bascule où il y a déjà une première apparition, c'est le docteur Manhattan, que vous pouvez voir, qui est un surhomme, qui lui est le premier surhomme, c'est-à-dire le seul surhomme de l'univers, puisque c'est un personnage qui est tout puissant, qui est apparu suite à un accident scientifique,
et qui lui a des réels pouvoirs, il est tout puissant. Et c'est lui qui va faire basculer déjà l'histoire par rapport à notre histoire par rapport à l'Uchronie, puisqu'effectivement, étant au service du gouvernement américain, c'est un peu comme Superman d'ailleurs dans l'univers d'ici, c'est que lui va travailler pour le gouvernement américain et que il va faire gagner la guerre du Vietnam. Il va effectivement être tout puissant et représentant une menace et une suprématie des États-Unis sur l'ensemble du monde, y compris du bloc soviétique. Donc d'office, va par son existence même, accélérer le risque de guerre nucléaire. Ce en quoi d'ailleurs peut-être le film de Snyder sur sa fin est peut-être plus en accord avec cette idée-là justement de nucléaire par rapport à la fin. On pourra effectivement y revenir. Et l'autre propos aussi, c'est que un peu ce qui a été abordé, c'est un des premiers auteurs à avoir abordé ce principe-là, c'est aussi le rapport des super-héros par rapport au reste de la société, c'est qu'à un moment, ces super-héros vont être contestés par la population, par la police elle-même, etc., puisque les policiers vont se sentir impuissants, tout ça. Donc des manifestations vont avoir lieu et les super-héros vont être mis au rencard, vont tous être mis à la retraite, excepté effectivement Manhattan, puisque finalement le monde n'a besoin que d'un super-héros et d'un autre super-héros qui s'appelle le comédien. Enfin, c'est pas un super-héros, sinon c'est un super-héros, mais un costume qui n'a pas de pouvoir particulier. Les deux vont travailler pour le gouvernement américain et tous les autres vont se mettre en retraite par rapport à ça. Et là, on arrive justement au début de l'histoire. Bien. Mais quel enchaînement, j'allais le dire justement. Puisque là, je vous raconte tout ce qui se passe avant. Un peu l'univers, c'est ça. Mais tout démarre avec le personnage du comédien a été assassiné. Et l'un des ex-super-héros, plus ou moins à la retraite ou en douce, qui est Rorschach, qui est un misanthrope complet, pour rester gentil et pas faire tout son curriculum, est persuadé qu'il y a un complot et que des gens cherchent à éliminer les anciens super-héros et que c'est pas la mort du comédien, elle n'est pas hasardeuse du tout. Voilà. Et là, on vient de vous raconter un peu le tout début de l'histoire. Première planche. Voilà, les premières planches, sachant qu'effectivement, il y a tout un... On va avoir des flashbacks pour raconter l'histoire des super-héros. Mais en fait, c'est ça. Il y a 3 histoires dans une seule histoire. C'est pour ça que, sans compter l'histoire du pirate, qui, elle, voilà, vous allez voir aussi, il y a une histoire, une sorte de fable qui est racontée en fil rouge, qui en peut... Voilà, il y a une sorte de morale globale, dont d'ailleurs l'adaptation cinématographique a fait totalement l'impasse, parce qu'effectivement, elle ne rentre pas dans le récit par elle-même. Et puis avec de toute façon la fin, elle n'aurait pas de raison d'être. Voilà, mais c'est toujours sur... c'est une série sur aussi les faux semblants, c'est qui est qui, etc. Donc là, Watchmen a été un énorme succès à sa sortie, puisque ça a un peu révolutionné quand même le concept de super-héros. On arrive sur de la psychologie, il y a une forme de philosophie. Il y a plein de thématiques d'humour aussi. Il y a l'homosexualité, par exemple, même si c'est vu de très loin, mais avec la super-héroïne dans les années 40, qui est lesbienne et qui... Voilà, on ne sait pas, mais très visiblement, voilà, elle est tuée parce qu'elle est lesbienne. Non, c'est marqué que... Oui, lesbian whore, mais bon, voilà, ça reste flou parce que les personnages n'osent pas trop l'aborder aussi. Il y a cette espèce de puritanisme un peu extrême aussi. Alors graphiquement, on est quand même dans les années 80, au niveau des couleurs aussi, donc ne vous choquez pas par rapport à ça. On est sur un dessin extrêmement efficace aussi quand même, alors très réaliste, on n'a pas de caricature ni rien. On est effectivement dans un style vraiment couleur très années 80. Par contre, au niveau du rythme, etc., ça n'a pas pris une ride à mon sens. Et c'est un rythme plutôt lent d'ailleurs. Enfin, c'est pas du tout effréné. Bon, c'est très bavard aussi, donc ça joue, mais c'est pas bavard mal. C'est pas Blake et Mortimer non plus. Mais c'est voilà. C'est pas narratif. C'est ça. C'est pas une intrigue d'action avec des super-héros. Il y a vraiment un contexte politique et psychologique. On prend son temps de poser des scènes, de les montrer, de développer les personnages, leurs liens entre eux, leur psychologie. Et c'est vraiment le cœur aussi de l'histoire. C'est une œuvre essentielle par rapport à ça. On peut déjà aussi... Alors, du coup, peut-être que vous connaissez l'adaptation cinématographique. Ouais. Vous la connaissez certainement.
Il faut savoir que cette adaptation n'a pas été reconnue par Alan Moore, mais je crois qu'Alan Moore n'a reconnu aucune adaptation cinématographique liée sur ses œuvres, alors que c'est un des scénaristes les plus adaptés. Et du coup, Germain, parle-nous de la version cinéma. De la version cinéma de Zack Snyder. Alors, je vais plus en parler dans l'axe de Snyder parce que ça s'inscrit dans plusieurs choses que Snyder veut faire. Alors, non, déjà, prenons dans l'ordre. J'ai mes notes pour pas prendre trop de temps. C'est déjà quelque chose qui est pas mal en lien avec ce que Snyder fait. Le fait de parler malgré tout de politique et de psychologie, même s'il a un rendu qui est toujours très dans l'action, dans la culture pop, c'est quelqu'un qui est vraiment malgré tout, qui a une profondeur et qui cherche à dire des choses intelligentes par le biais de culture populaire, de cinéma d'action, etc. Il y a aussi quelque chose dans la forme qui est complètement en raccord avec la façon qu'a Snyder de cadrer. Il a une influence très jeu vidéo, très sur des plans longs, déformés, des travelling, etc. Ça se voit donc sur... certains sont adaptés, enfin sont oui. proches du contenu. Ils sont proches de la façon dont c'est cadré dans l'album. Donc il y a des choses assez logiques. L'album s'ouvre, alors je vais montrer la première planche, avec ce travelling arrière qui démarre du caniveau avec le petit smiley, et puis on monte, on recule, le personnage qui passe, on n'en dira pas plus. Et on remonte l'immeuble jusqu'à l'étage où vivait le comédien. C'est tel quel, Sifal peut nous montrer le premier extrait, un plan qui est repris par Snyder dans le film. Et pour le coup, c'est de toute façon la façon dont Snyder réalise des films. Ah non. Voilà. Et là, on est véritablement... on colle complètement à comme c'est cadré dans l'album, mais ça colle aussi complètement à la réalisation de Snyder. Et ça, c'est pas le seul exemple qu'il y a dans le film. Et effectivement, on a d'autres films où on a eu un découpage à peu près identique. Après, voilà. On a, alors que la bande dessinée n'avait rien à voir avec le cinéma à l'époque. Oui, non. Donc, c'était pas voulu. On n'est pas du tout dans un hommage au film d'action de l'époque. C'est clair que c'est pas la même chose du tout. Alors qu'effectivement, là, étonnamment, il y a un lien entre le cinéaste et la bande dessinée. Là, c'est même le cinéaste. Voilà, où il récupère, où il fait référence ouvertement à la bande dessinée et à des séquences. Mais parce que ça colle complètement avec sa façon de faire. Je parlais donc, Watchmen, il s'inscrit dans, on va dire, la première période de Snyder, qui est sans doute la meilleure, où, avec Sucker Punch et 300, où il est, alors à part celui-là qui est vraiment un film qui sort complètement de son univers, enfin qui est complètement sorti de sa tête, 300 c'est aussi une adaptation de bande dessinée. Tout à fait. Il est complètement dans cette période où il cherche à la fois la référence culture pop, alors très très jeu vidéo, il y a une bonne influence du jeu vidéo sur comment réfléchir dans le cadrage, les textures, les univers, etc. Et bande dessinée. Et il est à mort dans ces références visuelles-là, dans tout, que ce soit les costumes, bref, je me répète, mais aussi dans le fait de vouloir dire quelque chose et de vouloir faire référence à des choses plus artistiques et plus profondes. Donc ça se ressent par l'envie de parler de psycho, etc. Ça se sent aussi par plein de références qu'il y a dans le film Watchmen et qui ne sont pas pour le coup dans la bande dessinée. Andy Warhol. Il y a du Andy Warhol, il y a le fait qu'à un moment, le personnage d'Ozymandias regarde plein d'écrans et parmi tous les écrans, il y a THX 236, donc le premier court-métrage de George Lucas, qui est un truc hyper quand même intello. Il y a le cabinet de crise de guerre de Nixon, qui est exactement celui du Docteur Folamour de Kubrick. Et c'est pas des hasards, il y a le même côté grotesque dans les deux. Enfin voilà, c'est quand même des choses qui sont très choisies. Il y a le plan, si on peut avoir le tout premier plan du générique, et puis Fal, tu pourras faire un arrêt sur image si tu veux. Encore un petit peu, voilà. Tac, je peux peut-être faire pause. Là, c'est une référence aussi pour parler du fait que dans cet univers-là, Batman n'existe pas. Et donc ça, c'est tout le premier plan du générique, et c'est pour dire que le hibou qui vient d'agir vient en fait d'empêcher l'assassinat des parents Wayne qu'on voit sur le côté en train de sortir du théâtre de Gotham. Ça va dézoomer un petit peu après, et on verra qu'il y a le theater qui est indiqué. Sur les
les news qui sont derrière, on voit qu'on est à Gotham, c'est indiqué que c'est Gotham, et pour appuyer le côté Batman, on voit des petites sur le côté affichette par rapport à Batman. Alors ça sera intéressant pour ce qu'on abordera la suite ensuite du truc. Des clins d'œil comme ça, pop ou psycho, le film en est bourré. Et il y a un qui pour moi est le plus important, parce que là ça va relier tout ce qu'on dit en termes de fond, etc. C'est une référence à un film, pareil, un film indépendant mais qui est assez connu, qui est Koyaanisqatsi. Alors on va parler vite fait de Koyaanisqatsi, on a l'affiche si Fal veut la montrer. Koyaanisqatsi, c'est quoi? C'est un documentaire sans la moindre parole, réalisé en 85 par Geoffrey Reggio, qui est un mec un peu allumé, qui a vécu avec le Dalai Lama, enfin voilà. Et un jour il s'est dit, je vais faire un film pour parler de l'état de la Terre par les humains. Film dont le seul son est fait par une bande originale composée par Philip Glass pendant tout le film, qu'on a accompagné par Philip Glass, j'adore, donc je suis pas, voilà, qui donne quelque chose sur les images, qui joue toujours entre le fait que ce qu'on voit est beau par la manière dont c'est cadré, par la musique, et en même temps ce que ça envoie sur l'homme qui au début n'existe pas, c'est de la terre sauvage et qui petit à petit apparaît et se dégrade, et voilà, on voit les HLM qui apparaissent, c'est pas toujours montré avec vraiment de la beauté, de la poésie, malgré un cadre un petit peu la Diane Arbus. On est toujours dans cet entre-deux très étonnant. Koyaanisqatsi, le titre et les quelques paroles qu'on entend dans les musiques viennent d'une légende Hopi, des Indiens Hopi, qui dit qu'à un moment, si l'homme prend trop possession de la terre va se retourner contre lui. Et je vais citer, parce que ça va coller aussi avec ce qu'on dit, l'une des musiques qui dit si un jour, si l'on extrait des choses trop précieuses de la terre, on invite le désastre. Près du jour de purification, il y aura des toiles d'araignée tissées d'un bout à l'autre du ciel, et un récipient de cendres pourrait un jour être lancé du ciel et ferait alors flamber la terre et les océans. Et là, justement, on va parler un petit peu. Alors là, attention, spoil. Hein. Oui. Et là, on va spoiler, parce que j'en vais avoir besoin pour continuer mon exemple. Si vous n'avez pas lu l'album et si vous n'avez pas vu le film, ou si vous n'avez fait que l'un ou l'autre, il faut savoir que le film est une totale adaptation du comics, voilà. À l'exception de la toute fin, qui n'est pas totalement la même, puisqu'effectivement, dans la comics, l'objectif, c'est de faire apparaître un faux extraterrestre pour terroriser la Terre entière, parce qu'effectivement, on est dans une époque, on en parle juste après Fall. On rappelle juste que les années 80, effectivement, tout ce qui était extraterrestre, était encore un thème, était encore un sujet, etc. Alors que maintenant, clairement, ce n'est plus le cas, hein, et il fallait trouver une autre fin. Voilà, et puis pourquoi cet extraterrestre apparaît? On accuse le docteur Manhattan, donc la peur du nucléaire, et c'est lui qui, par ses super pouvoirs, détruit tout parce que c'est le seul moyen de pacifier. Enfin, on l'accuse d'eux alors que ce n'est pas lui. Le film va plus clairement dans cet état-là et fait que par les pouvoirs du docteur Manhattan, une guerre nucléaire se déclenche. Lui-même qui est un personnage qui naît d'expériences nucléaire, enfin pas nucléaire, mais bon voilà, sur les limites de la science et sur les limites de ce que l'homme est capable d'aller chercher sur les réalités de la physique. J'en reviens à mon exemple de Koyaanisqatsi, pourquoi j'en parlais? Parce que tout ce que le film Koyaanisqatsi apporte de jugement ou non sur l'humanité, il y a deux musiques très importantes du film qui sont reprises, et donc là on a l'extrait de la transformation du Docteur Manhattan. Donc tout ça n'est pas neutre? Voilà, c'est pas neutre du tout. Si tu peux lancer. Alors c'est pas celui-là, c'est la troisième vidéo qui est juste après. Ouais. Voilà. La première musique qu'on entend et qui va changer, c'est Pretty Goe, qui elle vient du quartier de Pretty Goe, qui est un quartier en Arizona, il me semble, si je ne me trompe pas, qui est un quartier tout orange. Là on a en plus la colorimétrie qui va avec, et qui est des HLM et qui ont très mal vieilli et qui est terrible, et que c'est plus ou moins là où vit le Docteur Manhattan à la base. Et justement à partir du moment où il quitte cette chose-là, la musique change pour passer à celle qui contient les paroles que j'ai citées en français tout à l'heure, sur la désagrégation de l'humanité, en tout cas le jugement, la peur d'aller trop loin. On est complètement dans cette référence-là, on l'amène là, et c'est le moment où le Docteur Manhattan va devenir quelque chose qui lui-même va trop loin. Et en plus, on est aussi dans le jeu de quelque chose qui est à la fois beau et terrible, et enfin voilà, c'est la beauté par l'horreur. Et on est complètement en référence à ce qui est encore là aussi une adaptation très très fidèle
de ce qui est montré dans la bande dessinée. Donc ça, c'est très très fort. C'est vrai que Alan Moore n'a pas reconnu, n'a pas voulu être associé au film, il l'a pas reconnu. On peut lâcher l'extrait. Mais en fait, on est vraiment sur un film et une bande dessinée qui sont vraiment en osmose totale. Effectivement, même si la fin n'est pas totalement la même, le propos est le même et la causalité des choses sont les mêmes. Donc là, on est sur quelque chose de totalement cohérent. On peut que vous inviter à lire l'un et à regarder l'autre. Alors, je vous invite à regarder l'autre et à choper la version longue de Snyder qui dure 3 heures parce que c'est quand même la plus proche de ce que lui veut faire, veut dire, et en tout cas avec un vrai fond. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont coupées dans la version cinéma d'1h30 et c'est dommage. Et la version de 3 heures n'est pas longue, hein. Il se passe vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment intéressant et c'est celle où voilà, c'est le plus clair dans le propos et le plus sympathique à regarder quand même. Donc ça, c'était Watchmen. Maintenant, alors du coup, comme Watchmen est une création DC Comics, en tout cas, elle est publiée maintenant, elle appartient à DC Comics. Évidemment, DC en a profité pour, on va dire, puisqu'on n'aura pas de suite. Alan Moore ne fera pas d'autres éléments. Donc du coup, DC a décidé lui-même l'éditeur a décidé lui-même de faire des suites. Alors déjà, on a d'abord Before. Alors c'est une suite. D'abord Before. Donc du coup, Fal, tu avais tout à l'heure, on avait les couvertures qui étaient montrées. De Before Watchmen. Qui est un ensemble de 7. Alors en VF, vous avez 7 albums qui sont tous les 7 publiés chez Urban. Donc ce sont des épisodes. Alors c'est un collectif, il n'y a pas 2 auteurs ensemble, c'est vraiment un collectif où on va reprendre un peu justement l'histoire des personnages avant Watchmen. Donc il y a un peu gentils comme les méchants. Voilà, les gentils comme les méchants. Il y a un peu une sorte de remise. De développement. Non, ça c'est autre chose, ça par contre, Fal, on va y revenir. Donc du coup, c'est Before, alors ça apporte, entre nous, moi, je n'ai pas considéré que ça apportait grand-chose à l'histoire. Oui, voilà, c'est pour réécrire un petit peu. C'est pour le plaisir de développer des histoires dans l'univers. Voilà, on va avoir effectivement tout le passé des personnages, voir les ellipses qui sont dans l'histoire et certains éléments qui sont pas racontés. Voilà, c'est quelque chose qui est publié qui a été publié en 2012. Et en ce moment, alors, on a encore une autre suite. Là, c'est une suite réelle qui a été faite. Un mélange entre les deux univers de Watchmen et de DC Comics. Le premier mélange vient d'une mini-série qui s'appelle Button. Donc là, on avait la couverture de Button. Non, c'est pas ça non plus. Non plus. Voilà, Button. Alors là, vous voyez justement Batman et Flash. Et Button, c'est le pins du comédien. Voilà, donc c'est le pins du comédien qui est vraiment l'emblème même de Watchmen. Donc là, quand on voit ça, on est vraiment surpris. C'est dans le projet même d'un truc qui s'appelle Rebirth, qui est Rebirth. DC Universe Rebirth, puisqu'effectivement DC est en train de revoir dans son développement avec Flash, où on réécrit les histoires, où on développe des nouveaux univers parallèles, etc. Ça ne fait jamais que ça, comme Marvel. Voilà, et c'est extrêmement compliqué. Mais effectivement, à un moment, Batman trouve l'emblème du comédien dans la Batcave. Et avec Flash, ils vont chercher d'où ça vient. Évidemment, on va avoir un rapport de spatio-temporel, de changement du temps, etc. Ça s'est fait en 2 tomes dans Batman, 2 tomes Flash. C'était 4 issues qui étaient mixés. Et puis maintenant, on a la suite de Button, on va dire que le développement qui s'appelle Doomsday Clock. Donc là, pareil, et là, il est en cours, il y aura 12 issues, je crois qu'on a 8 de publiés aux États-Unis. On n'a pas encore les versions françaises, mais là, vous voyez, là, vous avez Manhattan et Superman. On est vraiment un lien entre les deux. Alors, Doomsday Clock, justement, comme par hasard, les initiales, ça fait… DC, c'est bien fait. Et oui, car effectivement… On va dire que des auteurs ont imaginé… Et pas d'ailleurs. Oui, on va l'éviter celle-là. On va effectivement avoir un mélange entre l'univers DC et l'univers Watchmen, avec un rapport du Docteur Manhattan à la création de l'univers de Watchmen. Là, vous avez un parallèle qui est quand même assez emblématique.
on va dire les deux personnages sombres, Batman d'un côté et Rorschach de l'autre. Voilà, c'est quelque chose qui, alors là, Alan Moore hurle absolument. Pire que le film. Moi, j'ai pas lu. Alors, j'ai lu que les premiers issues. C'est très compliqué. Il faut vraiment connaître l'univers actuel de Batman, enfin de DC, hein, puisqu'effectivement, ça fait beaucoup référence à l'univers de DC. C'est d'autant plus étrange de les mélanger parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne. Dans Watchmen, en tout cas, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, dans la bande dessinée, pas le film parce que Snyder est dans l'hyperbole tout le temps, donc ça se ressent moins. Mais à part Manhattan, il y a vraiment cette sensation que ce sont des gens normaux, alors qui, certes, maîtrisent quand même des arts martiaux, mais c'est des gens normaux en costume qui cassent la gueule à des gens normaux qui font des sales trucs. Là où les personnages de DC Comics, même Batman, a un côté surhomme parce que tous ces gadgets qui ne peuvent pas exister. Et puis après, Flash, c'est quand même des gens qui ont des pouvoirs. Donc il y a un rapport de force qui est et de propos qui est quand même différent. On est d'accord, ce sont deux univers normalement totalement séparés. Watchmen est de toute façon un roman graphique. Moi, je pense qu'on peut dire ça comme un roman graphique qui se suffit à lui-même. Maintenant, effectivement, pour les fans, mais encore peut-être pas autour des fans, pour les amateurs des deux univers, voilà. D'après ce que j'ai lu, les critiques, les spécialistes considèrent que ça s'en sort pas trop mal. Maintenant, il faut effectivement être un fou de l'univers DC Comics actuel, puisqu'effectivement, c'est un univers extrêmement compliqué, avec plein de rebondissements, etc., des retours en arrière. On n'est pas du tout dans la même narration. C'est vrai qu'en plus, il faut bien dire, c'est que Watchmen, vous pouvez le lire vraiment, il faut le lire, le relire, le re-relire, puisque vous allez voir qu'en termes même de mise en page et de narration, on a des découpages, il y a plein de techniques qui sont très originales et qu'il faut avoir des clés de lecture. C'est bien d'essayer de savoir aussi, d'essayer de comprendre comment c'est foutu. Donc on est sur deux œuvres totalement à part, mais voilà, il fallait le dire, hein, puisque actuellement ça existe et c'est en cours le rapport, le mélange entre les deux. On va dire que d'ici on profite aussi pour développer sa marque Watchmen. Mais je crois qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on en a dit bien et pas mal. Et après, reste à vous. On fait confiance à vos cerveaux pour décortiquer tout ça. Voilà. Parce qu'il y en a encore beaucoup à dire sur Watchmen. Si on voulait, on pourrait faire une émission de 6 heures sur Watchmen. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir lu et lire. Et voilà. J'espère qu'on vous l'a fait découvrir et envie de découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà. Faites avancer l'horloge de l'apocalypse, vous aussi. Pour le rire maléfique de l'apocalypse.